Bonjour. Suite à l'atelier qui a eu lieu la semaine dernière, par rapport au retour d'expérience de cet élan de solidarité des ambulanciers de France vis-à-vis de leurs confrères ukrainiens, je vous propose un webinar pour faire un point sur la guerre d'Ukraine qui se déroule de façon tragique actuellement dans le cœur de l'Europe centrale. Alors tout d'abord, dresser rapidement un portrait géographique de l'Ukraine, territoire de plus de 600 000 km², c'est-à-dire 50 000 km² de plus que la France, qui s'étend d'ouest en est depuis l'Europe occidentale, frontalière avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, et puis au nord, frontalière de la Biélorussie et de la Russie. Donc ces deux pays qui sont restés très proches quant à leur mode de gouvernance très autocratique. Le territoire de l'Ukraine consiste en de très vastes plaines. Il y a uniquement très à l'ouest le massif des Carpates qui n'est malgré tout pas très très élevé. Les plaines sont très riches en matière d'agriculture, ces terres noires ukrainiennes qui produisent de très hauts rendements de céréales, de colza, de tournesol, etc. Mais on le verra un petit peu plus loin. Du nord au sud, des fleuves, dont le Dniepr, qui est un fleuve très important qui traverse l'Ukraine. Et puis, au niveau du sud, la mer Noire, dont les côtes sont le siège de plusieurs ports, Odessa, Mykolaïev et Mariupol. Au niveau de la richesse, alors c'était un pays qui, un petit peu avant 2014, donc en 2013, frôlait les 200 milliards de dollars de PIB, ce qui est relativement modeste à l'échelle des États de la planète. Néanmoins, suite à la deuxième révolution de la place Maïdan en 2014, on assiste à un effondrement de la richesse, donc une très forte décroissance qui commençait un petit peu à remonter en 2017, 2018 et 2019, mais sans jamais atteindre les 200 milliards de dollars. Alors, à l'échelle de la planète, je mets en évidence c'est le bloc nord-américain et Europe occidentale. On retrouve là quasiment 50 000 milliards de dollars de puissance économique. À cette puissance économique, on doit rajouter la puissance scientifique, bien entendu. Le bloc chinois étant, avec une partie de l'Asie, étant en deuxième position. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que la Russie est une puissance économique relativement modeste, avec un PIB qui dépasse pas celui de l'Italie, par exemple, mais associé à des armes nucléaires qui fait effectivement la grande différence. On retrouve la même problématique que la Corée du Nord, qui est un pays de puissance économique bien inférieure, mais qui possède bien sûr la menace nucléaire avec cette propension à terroriser ses voisins. Alors l'histoire immédiate de l'Ukraine, pourquoi immédiate? Histoire immédiate, c'est l'histoire qui est vécue par les souvenirs de contemporains,
Donc l'histoire immédiate, on considère qu'au sein de l'histoire contemporaine, elle fait partie de cette histoire, de ce dernier volet en quelque sorte, qui représente les 50 à 60 dernières années. Avec l'indépendance de l'Ukraine qui est proclamée le 24 août 1991 et qui est confirmée par un référendum le 1er décembre 91 avec plus de 90% des Ukrainiens, dont beaucoup de russophones, bien entendu, qui votent en faveur de l'indépendance, de la même façon que suite à la chute du mur de Berlin en 89, pendant 2 années de façon intermédiaire, les pays baltes, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, la Roumanie, bien entendu, se sont détachés et ont rapidement adhéré au bloc de l'OTAN qui leur permettait de bénéficier du parapluie militaire et surtout nucléaire, ce que n'a pas fait l'Ukraine, puisque dans les années 91-2005, c'est un régime pro-russe, un petit peu comme ce régime qui s'est perpétué en Biélorussie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, donc ces régimes pro-russes qui ont fait que ces États sont restés satellites de la Russie, ce qui n'a pas été le cas de l'Ukraine à partir de 2014, on le verra plus loin. Et donc en décembre 2004, une première révolution, donc la révolution orange, on l'appelle la Maïdan 1, avec la contestation d'élections de Yanoutchenko, président pro-russe. Les Ukrainiens ont contesté le bien-fondé des élections et donc un troisième tour a eu lieu qui a mis Viktor Ющенko au pouvoir et il a été atteint par une maladie grave qui en fait s'est avérée être un empoisonnement. Deuxième révolution de Maïdan en février 2014, parce qu'entre-temps, un président pro-russe avait été élu, et donc contestation de nouveau en février 2014, et arrivé au pouvoir cette fois-ci d'une majorité et à la et au niveau du parlement qui s'appelle la Rada, le parlement ukrainien, et aussi au niveau de la présidence avec en réaction l'annexion de la Crimée et une guerre du Donbass qui commence en 2014, malheureusement, qui fait déjà 14 000 morts dans les rangs des militaires ukrainiens et des civils. Ensuite, Volodymyr Zelensky est élu en 2019 et il prolonge la présidence pro-occidentale conduite par Porochenko. 2019, donc Volodymyr Zelensky est élu. Et on a des révolutions en Biélorussie et au Kazakhstan en 2020-2021. Vos souvenirs sont, bien sûr, ce sont des souvenirs très récents et qui sont réprimés grâce aux troupes, l'intervention des troupes russes. Ce qui probablement conduit Vladimir Poutine a attaqué le 24 février 2022 l'Ukraine, servie en quelque sorte par ces révolutions en Biélorussie et au Kazakhstan. Il a voulu arrimer l'Ukraine à ce bloc satellite de la Russie. Donc on a en quelque sorte un bloc autocratique qui fait face à un bloc démocrate que l'Ukraine essaye désespérément de rejoindre. Donc cette invasion du 24 février 2022 avec une guerre exogène. Ce n'est pas une guerre civile. On aurait pu voir apparaître en
2004-2005 une guerre civile entre les pro-russes et les pro-occidentaux. Ça n'est pas le cas. Une très grande majorité de la population souhaite la démocratie, être rattaché au bloc occidental, faire partie de la communauté européenne, et donc ce n'est pas une, comme je vous le dis encore, une guerre civile, c'est véritablement un État autocratique qui attaque un État qui a des propensions à vouloir être démocrate. Et ainsi, on a actuellement un front très épars avec des attaques par le biais des forces aériennes et par le biais de missiles des grandes villes ukrainiennes avec sur terre des colonnes de chars, l'infanterie qui a pris les régions est de la Russie, la Crimée, à partir de la Crimée qui avait été annexée en 2014, les Russes sont en situation d'avoir pris la ville de Kherson, et bien sûr ils prennent Mariupol en tenaille, des bombardements féroces sur la ville de Mykolaïev, qui est un verrou qui pour l'instant défend la partie sud-ouest d'Ukraine avec la ville d'Odessa. Et on se dirige malheureusement vers les 5 millions de réfugiés. Plus de 3 millions d'Ukrainiens ont déjà quitté l'Ukraine pour se réfugier principalement en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, Slovaquie, Hongrie, mais aussi maintenant sont transférés vers l'ensemble des autres États de l'Europe occidentale. Euh, une migration, un exode plus exactement aussi intérieur, avec des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont réfugiés dans la zone de la Galicie orientale, de la Ruthénie, ce qui correspond à peu près à la zone des Carpates, la zone occidentale, le long des frontières, et qui probablement vont ensuite continuer leur exode vers l'Europe occidentale. Donc, il faut s'attendre à avoir près de 5 millions de réfugiés dans les jours qui viennent et les quelques semaines qui viennent. J'ai essayé de faire quelques projections socio-économiques. Alors, avant le 24 février 2022, on avait déjà cette triade que l'on retrouve dans l'Ancien Régime au XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'association de crises sanitaires et des épidémies, des crises climatiques, donc avec le corollaire de crises frumentaires et céréalières, et des tensions géopolitiques. Et à partir du 24 février 2022, on a en plus une guerre qui aggrave toutes ces tensions au niveau des crises alimentaires qui vont probablement les majorer, entraînant des famines, des disettes dans certaines parties, par exemple, de l'Afrique. Crise économique très importante qui peut se profiler avec des inflations, une inflation et un risque de stagflation, c'est-à-dire que l'association de l'inflation avec une récession économique, une décroissance économique. Alors il faut savoir que pourquoi on avait déjà une inflation, c'est que les banques centrales avaient déjà injecté des sommes colossales durant le Covid avec des déficits vertigineux et une politique de taux négatif, d'où cette inflation depuis plus de 6 mois qui, bien sûr, se majore, et on assiste actuellement à une inflation qui est de près de 4% dans notre pays pour près de 8% aux États-Unis. Alors, j'espère ne pas être un oiseau de mauvais augure, mais néanmoins, en général, on a des troubles sociaux qui peuvent aller jusqu'à, dans certains pays, comme les pays africains, des révolutions des peuples du fait de la cherté des aliments et de l'énergie, et éventuellement d'autres guerres qui peuvent se profiler.
On verra apparaître, et bien sûr on sent déjà que du fait de la pandémie, on a une régionalisation des flux économiques centrés sur l'Europe, avec une Europe qui va relocaliser une partie de son industrie, essayer d'être de plus en plus autonome par rapport aux besoins en énergie. Et donc, malgré tout, il va falloir aussi aller vers l'Afrique et continuer de proposer des flux céréaliers, alimentaires pour aider l'Afrique afin qu'elle ne rentre pas dans cette, ces troubles sociaux, éventuellement révolution, agitation et désespérance des peuples. Il faut savoir que l'Europe correspond à une richesse très importante avec un PIB de l'ordre de 20 000 milliards de dollars. Aller vers l'autosuffisance alimentaire et énergétique le plus rapidement possible, il est un fait que l'Europe pratiquement assure son autosuffisance alimentaire. Il suffira de débloquer les terres en jachère actuellement et faire en sorte que on produise des céréales en pensant non seulement à nous, mais aussi aux pays qui en ont énormément besoin et qui sont situés pas très loin de chez nous, développer l'économie verte. Et je vois très bien vos entreprises et les toits de vos entreprises être finalement recouverts de panneaux photovoltaïques avec un développement d'électrification du parc ambulancier, par exemple. Enfin, l'économie du transport sanitaire, effectivement, actuellement, on est plutôt dans une tarification à l'activité pour le transport sanitaire, c'est-à-dire que vous êtes payé à l'acte, hein, chaque transport est payé à l'unité. Je pense qu'il faudra, comme dans les hôpitaux, avoir cette notion et de tarification à l'acte. C'est ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux pour la moitié de leurs recettes, mais la moitié des recettes des hôpitaux consistent en des enveloppes qui sont des enveloppes de missions d'intérêt général. Le SAMU, le SMUR, c'est le cas, ce sont des missions d'intérêt général ou de missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les MIGAC. Le SMUR était payé à l'activité jusqu'il y a peu de temps, et le SMUR maintenant est payé en enveloppe globale, bien entendu en fonction du niveau d'activité. Alors après, bien sûr, il y a la revalorisation salariale de l'ensemble des ambulanciers de France, que je souhaitais pour ma part être une revalorisation avec des dotations du type Ségur de la santé, puisque l'ensemble des professionnels de la santé ont vu leur salaire revalorisé de ce fait. Mais il y a effectivement une forme d'incongruité ou d'ambivalence à être pour ce qui concerne les transporteurs sanitaires, être régi par le code des transports et non pas par le code de la santé publique. Et il y a cette même difficulté, disons, à communiquer du ministère de la Santé avec les sapeurs-pompiers, puisque les sapeurs-pompiers sont régis par le ministère de l'Intérieur. Donc, vous êtes régis par le ministère des Transports, les ambulanciers, les sapeurs-pompiers par le ministère de l'Intérieur, et en fait, vous êtes professionnel de santé. Vous faites partie des 14 auxiliaires médicaux avec les infirmières, les sages-femmes, les psychologues, etc. Et c'est bien entendu tout à votre honneur. Voilà, tout en, j'en aurais terminé. Bien entendu, je vous remercie infiniment pour les actions que vous avez menées de solidarité envers le peuple ukrainien. Je sais que ces solidarités vont se prolonger par d'autres convois d'ambulances chargés de matériel médical, de matériel médico-secouriste,
Voilà, merci encore pour votre implication et je suis heureux de faire partie, des vôtres en vous remerciant de votre écoute. À bientôt.